Més de 100 espectacles i activitats. El grec s'estén per la ciutat. Torna al fauna de les nits d'estiu. Bon dia. Seguim aquesta setmana amb les rodes de premsa dels espectacles internacionals del grec. Faig doncs ara aquesta introducció i sabeu que podeu canviar el canal, ara per seguir la conversa en anglès podeu canviar el canal en català per seguir aquesta presentació. En farem dues de seguides. Ara tinc aquí al meu costat Alan Oyen i vaig a passar a fer l'entrevista en anglès. Hello Alan. Hola. Well, it was just nice to see you again after so many years. Sí. What a surprise. I know Alan since the very beginning of my time working with dance. We think we met in dance and schools in Oslo, at the time of when Karene was there. Sí. And now you've grown as an amazing international artist. Gracias. So I think we will give the press some information about what you have done, because I mean your career is at a very, very beautiful moment. And I thought I really was missing presenting your work in Barcelona. This is not a dance festival. We have only a few dance companies, but I think your work deserves to be seen here. And rather than inviting with other companies that you've done work with, this is your company, this is your work, this is what you're presenting here. Sí. Sí. See. Yeah. So what you're presenting is Story Story Die, Mhm. which is a project that you created with your own company, of course with freelance dancers from different parts of the world. Your work, people say that there's a lot of mixture between dance and theater in a way, because you're using text, you're using stories, you're using the emotions of the dancers to create. Tell us a bit about the piece. Oh, yeah. I mean, I like to mix dance and theater. I a little bit feel like I split in two. I also direct only theater and do only dance, but I really like the mix because for me there is not really a difference. It's a person in a room and you believe them or you don't, and sometimes some things are better expressed in words and some things better with movements. So this is not a clear decision. When you No. start the piece, you know what you want to express, and you use one or the other? No, it starts with, well, if I know I've hired dancers, I know they can dance. Actors are less willing to dance or less able sometimes. But it's not a clear determination of how much should be, or if it should be words or not, when I work with a dance piece. Like this, I consider this a dance piece, even though we have a manuscript. Yeah, so Story Story Die is a piece that's very much co-collaborative. That started through dialogue and exchange. And we were looking at this concept of, in all my work, the concept of theatricality or staging, mise en scène. I don't know how you say that in Spanish, the staging. Puesta en escena. Sí, like, En sense. yeah. This concept, where fiction meets reality, is something that I'm always fascinated by. And we were looking a bit with Story Story Die. I wanted to see how we kind of apply this to our everyday life. So that was really our starting point. How we kind of create stories about our life, and of course in the extreme, in its extremity, it's through social media, where you literally make a little film clip of your life, telling the world how you feel. But I think it's not limited to social media. It's any kind of conversation we have. We reveal something about ourselves, or we hide something to be perceived in a certain way. And why do we do this? That was one of the questions. Why it seems that we are such a, we want recognition, we want to be loved. It seems it's something very human. But in this piece, are you using fiction, or the stories come from the dancers, or maybe it's a starting point and then you kind of Yes. write after you hear the story of the
what is the difference? Yeah. You know, like fiction or real stories. As soon as something becomes a story, it is no longer real somehow. No, I like to take real from conversation, starting points, real stories, and then I will shift it. So it could be, for instance, it could be a conversation we have and something you say that makes me inspired to write something else or to write a certain dialogue. Or it could be a writing task that I will give to the dancer and they will write something again. Maybe there's a fragment that makes me write another text. But when the text comes back to the dancer, then they have a sense of ownership, because even if it's fiction, it's from them. So when it works at its best, I think it's when the dancers feel like they are speaking from their heart without being private or too personal in a way. But at the same time, there's a distance, Yes. so it's not the real story. Exactly, yes. There's a, And in that sense, where do the movement come from? Also the dancers in many respects. So when I started out as a choreographer, I had worked a lot with improvisation, and I did not like it because I was not good at it, and it freaked out. We were filmed, and we were improvising, and every time you started the camera, I froze. So I never had any good movements. So I promised myself when I became a choreographer, I would make all the movements so the dancers could relax, so they could just... And that worked for a couple of years. And then I realized that the dancers have more movement experience than I have. And they come from a vast background. And I thought it was interesting to be in dialogue with them about the movements. So again, that starts from conversation and ideas. And like there's one duet, for instance, which we call Grinder Duet, which is, we were exploring the idea of what it means to have encounters facilitated through the internet, and what does it mean if I want something for me with another person, but from my point of view, based on my needs, and if two people do that, so how does that work choreographically? Which of course in the end is maybe very abstract, but it comes from a point of view of this concept of need. So there's for me always a situation in the dance. Even if it's a solo, it's very rarely an abstract solo. It's a piece of text that is translated into movements. I love to do this. Here you also kind of use the rhythm of the text to create some movement. Yes. So the dancers kind of repeat as if they were repeating words. Yes. Sometimes extremely one-to-one, like Mickey Mouse, and other times just as interpretation. But I like to do this because because movements are abstract. They don't have a meaning, but if I have a meaning, if in my head I know that when I'm doing this, I say long time ago, it will change the way I do it. And if it's supermarket, I will maybe do like, I don't know, maybe bad example. And if you repeat it 3 times, then the audience gets a kind of code as well. Maybe, but even if you don't never understand the actual meaning, my performance is very different than if I'm moving abstract or I'm actually telling you something. Yeah. And the difficulty of moving and speaking? Yes. Do you do a lot of training? No. Some are very good at it, some are not. And I work with any performer that I work with, if it's an actor or a dancer, I really try to make something based on their abilities. And some of the dancers are incredible. Like one of the dancers who's on stage tonight, Sander, has a very strong voice and must have a lot of lung capacity. And we asked him, what's your trick? When I was working with NDT, because we were working with text, and some of them were like trying to speak and dance. And we said, Sander, what's your trick? And he said, just hold your breath. That's it, hold your breath. Which is, you can't do that for a long time, but yeah, it's a challenge, but it's like musical theater, I guess. But you get used to it. As a dancers, they're really well trained in different techniques. You have a high level of dance. Yes. Some of them may be more classical or even hip hop, or Yes. there's different trainings. You also like to mix the different dance trainings? Yes, I do. The personalities of the dancers are for me as important as they have to be
a good artist, and I'm very lucky and grateful that I'm allowed to work with a lot of talented artists that want to work with me. But I think it's a two-way thing, because they know that my interest is in them and not what they can do, but in them as a person. So there's a mutual interest in the process, and so I have hired people mostly based on how they are as a person. I also find that if we are able to communicate, then we can grow. I can become a better choreographer, you can become a better dancer. But if we cannot talk, maybe if you're an amazing artist, but then what you are, you cannot change, and the same for me, which I think is boring. So the point of dialogue is really important. Let me say just a few tips of your last works that you have done for the press, Sí. before we start with questions. Sí. Només volia explicar-vos que clar, és un creador que realment ara està en un punt molt interessant de la seva carrera. Acaba de fer una peça amb la Liv Ullmann, una gran peça musical concertual que va obrir el Festival de Bergen. Aquest any va estrenar amb NDT, va fer una peça per la Netherlands Dance Theatre, que ens vam estar plantejant si portàvem el grec, però era més teatral i complexa, però acaba de fer per NDT, i fa pocs anys va fer una peça per la companyia Pina Bausch. Només hi ha 2 coreògrafs que hagin fet peces per la companyia Pina Bausch, l'Alan i el Dimitris Papaioannou. Estem parlant d'un creador que està en un moment molt potent de la seva carrera. Just gave some tips about your work with NDT, your work with Pina Bausch, and your work with Liv Ullmann, was it? Sí. Because we don't know much about what is happening in Norway here. I think that's also interesting for us to tell us a bit about what's happening up there in the north. Maybe you don't live there because you're traveling around the world. But yes, but I like to be there. I was working with a star as... It was beautiful. It was amazing. Liv is maybe 83 now. I think she was 82 last year. And she was the youngest person in the room. Amazing. She was moving also. She sits like this, and she has a monologue in 5 minutes, and she stands up like this. And if I stand up like that after 5 minutes, I fall over because. So she's incredible, and also very, very open-minded and curious, playful. It was really like. Inspiration and a guide for us that, okay, we have to remember to I didn't see stay open. That was like a kind of music theater dance together. It was theater. It was much more theater, but also with some dance and a lot of film. We had cinema cameras on stage and a full symphony orchestra. Yeah, there was time of COVID times, so you couldn't tour as it was planned. Huh? But we will, yes. You will? Yes, next year we go. Okay. Yeah. And the work with NDT, because we had NDT as the opening of the festival, so Emily, that was a fantastic. Big honor to work with NDT, and Emily, I was the first choreographer she called when she got the job, and so I opened a new house. So it was a big new house, new director, new dancers, lots of new things. They have a beautiful new theater, and but I felt very lucky that I got to create in the old theater of Kilian with the kind of the atmosphere in the walls, everything that had happened in that space. So that was a very special experience, and very, very talented dancers, very gifted dancers. I don't know if there's any questions. I can continue. No sé si hi ha alguna pregunta o així. Sí, ara porten el micròfon. Drink my coffee. Hola, és una pregunta molt simple. Si ens pot parlar dels diferents personatges que apareixen en aquesta peça, la personalitat de cada un d'ells. Quina història explica, ja ens ho ha dit, però sí que està en aquest binomi entre l'amor i la mentida, també, no? The characters as in the people, the individuals. You mean? See? Well, they are who they are. For me, they are very much an extrapolation of the personalities of
the dancers, who they are as themselves, and then a little bit how I see them, perhaps. So that's yeah. And Lies and Love you talk about as in Lies and Love. The duality of the two came from the. I feel like they are interrelated, because in the fear of losing love comes the lie, which happens in whether I want your love or your appreciation of me as a person in the world, like now, or if it's in an intimate relationship where I want your intimate love. The same thing comes, like I don't have a boyfriend right now, and I would like to. I'm not advertising, but the reason I'm saying this, because the concept of getting to know another person intimately is a kind of overwhelmingly exhausting. So yes, it would be lovely. I desire this intimacy, but I'm also dreading the journey to get to know a person truly, and also to let go of all the masks. That is a big. So that's something that we kind of looked on with this piece, like, who am I really? Or is there really any me? You know, like Ibsen talks about the onion and peeling away the layers, and there's maybe nothing. And in the piece we talk about mirrors, and can I truly ever be myself, or am I just responding to the world around me? So in the beginning of love is truth, and in the end is lie. Maybe, I don't know. Or it's a symphony of the two. Symphony is maybe a big word, but a little dance. Una reflexió. Pel que entenc, l'obra té, per una banda hi ha text, per una altra banda hi ha moviment, i has parlat de que a vegades fas teatre, a vegades fas dansa, no? Has utilitzat alguna vegada la paraula com a espai sonor, més que pel concepte, més perquè normalment juguem amb la paraula per explicar una història, no? Però, no sé, penso que igual també has experimentat en la paraula com a fonètica, com a so, i que aquesta so et porti a una emoció, no sé. Yeah, I mean, I love words, and they don't mean one thing, do they? They mean so many things. There are so many connotations, denotations, and I grew up in a theater. My father worked in a theater, so I saw a lot of theater. So I haven't really worked with words just as sound. But I think they can be. I mean, sometimes I have the dancers whisper, almost inaudible, and I guess then you can say that it's a sonic thing. But for me, maybe more than the sound of the whisper, it's the situation of the whisper. It's kind of a distress, or it's a talking to yourself, or an anxiety maybe we're expressing in. But when I first started out, and my first dance solo was a 20-minute monologue, so with a little bit of improvisation in the end. So I've always worked a lot with text, but I thought the reason I introduced it also into dance works, and in the beginning it was maybe not so narrative, it was more open narrative. I would, just the power of giving the audience a little hook or some, you know, if you stand on stage and you say you hold the hand of a child and you say the word blood, or you say the word home, you know, it just changes everything, the power of the word, and in a dance piece like this where there's a lot of things that are not said, I hope, again, if it works, that there are enough concrete information for you to think that there is a story. I mean, there is a story from me, but it's, like I said, it has holes, so that you can fill the holes with your interpretation and bridge the different stories, so that it's a story they then specially made for you, for your life, for your experience of it. When it works at its best, it's like this, I think, that it becomes a personal experience for each audience. And that's the power of dance and using with abstraction. While it's entirely word-based,
you have only one truth. But when you have Spaces. yes, it's like Anne Carson, this American poet. She finds the old fragments, no, and she's saying what is more terrifying, when you just have the words and not the context, or when you have the context and not the words. Yeah, it's inspiring that then you have to you make the poem. So you are quoting some theater director or theater writers. Is it still of a strong influence to you? Do you read theater? Yes. Do you go to theater? Yes, I do. Tell us a bit about your theater side. What do you do in theater? What kind of projects are you doing? Next year I'm doing a monologue for the National Theatre in Norway based on the book If This Is a Man by Primo Levi, which is obviously a very special and unique document of theatre. So that's trying to figure out how to... An actor, Yeah. not a dan- No, a- it's an actor, But yes. you might be using body or movement. No, not No? really. I mean, Next. I think he wants to, and he's hoping, but I don't think so. A lot, because I directed a lot of theaters, and I also wrote a lot of theater myself. So I did both plays by other people and my own plays that I wrote together with a British playwright. Actors are always wondering if we are going to do movements, and with actors I don't do so much movement. It's a very intellectual way. Yeah, because I like the words and I love theater. But then how do you direct theater? How do you approach theater? Is from the meaning of the words, Yes. from the context and the situation, or it's a total different? No, the situation is always takes precedence, and a lot of, I don't want to call it analysis because it sounds so technical, but reading rehearsals where we discuss each elements of each situation and each element of each line. So it's really traditional way of working. But I think when I also when I stage it, I think of it also very musically, not necessarily that I'm aware of it, but in the back of my head, rhythm and time and spacing and this musicality, I think it has a lot to do with how I intuitively engages with, the end or the, So do you think a choreographer has a different way of directing theater? I think so, and I usually say I'm very happy that I didn't go through the theater directing education, so I'm kind of free from the rules of how you're supposed to do it, the Stanislavski or that way, or any of the other ways. But and also I think there's such a freedom in the way we make dance, which is Pina again. Her influence on how her and many others. Now Peter Brook just died, which I'm very sad. He was here last year. Yeah. He came to Barcelona. Oh, I have a photo with Peter Brook. oh, you're lucky. Wow. It's amazing to have. Yes, Yeah. of course. Just that way, that approach to theater, this open, and in the world of dance, because you don't have the text, so you come into the rehearsal space a little bit naked. There is a certain kind of, you have to put down and say, okay, anything goes, and be open-minded. And that, to lend that to a directing process or a theater process is useful, I think. And I try to mirror the dance creation when I do theater as best as I can. Because I'm very traditional also in my head. I like the words. We need to know what we're saying. Hi ha més preguntes, Guillem? Un WhatsApp o... No? Faig un parell de preguntes més. In this sense, like Story Die, you have dancers of a certain generation. You think Sí. this is a portrait of a generation? This is on one side. And have you ever worked in dance with people of different ages? Yes. Oh my God. This is probably the youngest cast I've ever had. And the majority of them are in their 30s, which for a dancer is kind of late. I mean, bless them. Yes, I like to work with multi-generational, and when I did my first piece in 2000 and
6, I did my first ensemble piece, and I called my friend Anthony Rizzi from Foresight Company, Frankfurt Ballet, and Kate Strong, which is people that was at that time more than 20 years older than me, but more importantly, with 20 years of more experience than me. Yeah, I always want to stretch, and I feel like I don't want to be the one who has all the answers and who has the most experience. I'm more comfortable that I can actually lean on the experience of others and source from that. But yes, there's a younger segment in this piece, and but even then, you know, the youngest person is perhaps the one with the oldest soul. And I we work together now with him, Sander, on 3 or 4 projects. And I think that's one of the reasons we've continued to work, is because I met him as for a student exchange thing we did with Emily Molnar, actually, in Banff, for young professionals. And I realized that he was young and very talented, but he was also like an old soul. Having said that, yes, it's a younger generation in this piece, and I think it's a little bit a portrait of a segment of society, maybe. I said many times I would hate to be young today. I mean, who doesn't want to be young? But I don't know if it's a great thing to be young today, or it comes with a lot of strings attached. The pressure, the immediacy of everything, the acceleration of all the communication is causing a lot of stress and anxiety. And yeah, when I was 11 years old and changing in the dressing room to play football, I didn't know if I was skinny or I was fat, or I didn't think of my body. And today they take pictures and put it on the internet. So it's just... It's funny, but there is a few performances in the festival, like yours in a way, that I think of, maybe you know El Conde de Torrefiel, it's a Spanish company, and some others. They talk about fiction. Yes. Fiction. Your piece also, in a way, talks about fiction. Yes. I don't know if there's a topic that is now necessary to escape from reality, maybe. I think so. I think, I think we always love to listen to stories, and fiction is stories. And at one now it's podcasts and Netflix, and before it used to be the radio or the theater. I still prefer the theater. I have to say that, since that's my primary source of income. No, I love the live exchange. But fiction, I think today the big change is that we are now also authors of fiction based on reality. And I thought, like I said early on, I think it was always like this, but not as extreme as today. When we were working on this piece, I came across this video of a young girl who was explaining marketing strategies for her Instagram channel. She was, 10, 11? I don't know what she's marketing. Her ballet lessons or her football practice or dinner with mom. But she was explaining us how to kind of use professional strategies to communicate her life. And I think that's just abhorrent, that a young child has to think about how she's perceived to such an extent that that is called marketing, instead of just being a child. My last question, si hi ha algunes altres preguntes per anar acabant. I promise it's my last because I get so engaged in talking to you. Very often you could say dance or the dances start with truth, like with what they feel at the moment, and actors have to lie in a way, going to your idea of truth and lie. Okay. How do you see this difference between dance and theater in the sense of... in which I would turn it around. I would say that the actors, when you say a word, you are completely naked because you know what the word means and you are exposed. When you are hidden behind gestures and dance, you have form to protect you. So it's just Thank you. It's language. That's a very nice At the end language. of the day, it's just language. You twist the word around. But I really think for me it's the same thing. And I think a good performer, dancer, actor, is the one that dare to reveal something about themselves.
through all the lies that they have to present, because, you know, it's theater at the end of the day. Thank you. That's a beautiful phrase. No sé si hi ha cap altra pregunta, perquè tenim aquí a Mohamed que s'espera. Sí? Hi ha alguna altra cosa? No? I like to make... I think it's enough, unless you want to say something. No, just no? thank you for the invitation. No, thank you. We're very happy to be here. This is the end of our stop, Yeah. of our long tour, and can't imagine a better place to kind of Party. yes, and it's been a dream of mine for many years to come to Barcelona and perform at Mercator. So Okay, yeah, fantastic. I'm so happy we could pinch your skin. Yes, thank you. Good, thank you. Canviem directe. Obrim micro. Poses vídeo? Comencem? Seguim? Val, molt bé, seguim. Bé, doncs seguim amb aquestes presentacions d'espectacles internacionals aquesta setmana. Aquí tenim el Mohamed Al-Khatib, que ja el coneixem, i farem la roda de premsa en francès. Bonjour, Mohamed. Je disais tout à l'heure, voilà, avec ce festival, j'écris dans les projets artistiques que j'aimerais créer des relations avec des artistes. Et je pense qu'avec toi, avec ta compagnie, on commence à créer une relation personnelle. Hier, nous sommes allés dîner ensemble, c'était sympa. Donc, j'adore que tu es ici encore une autre fois cette année. Donc, bienvenue. Et toute cette histoire vient parce que l'année dernière, tu es allé voir, quand tu as joué ici au Théâtre Libre avec C'est la vie, avec le Fini en beauté, tu es allé voir le musée ici à la colline à Barcelone. Tu as dit, ouais, j'aime cet espace, tu m'as envoyé des photos, tu as dit, ouais, je vais jouer ce spectacle-là. Alors voilà, tu fais attention à ce que tu fais cette année ici parce que sinon, l'année prochaine, on va faire notre spectacle. Guardian Party. Ça, c'est dans le musée national, Menac, dans l'espace juste en face de restaurant, voilà, en face d'un Miro. Tu as joué jamais en face d'un Miro? Voilà, on commence. D'abord, je voulais te prévenir, il faut faire attention. Ah, si. Je suis allé visiter le Camp Nou. Ah, oups. Et c'est sans doute un des meilleurs espaces de spectacle à Barcelone. Pour le spectacle Stadium, je vois. Exactement. Et je veux juste dire que mon père est très content que je sois à Barcelone, parce que
il n'est pas supporter du Real Madrid et il disait toujours, contrairement au Real Madrid, Barcelone, c'est un club de gauche parce que c'est d'abord le collectif. Et c'est ça, un club qui cultive des valeurs de gauche. Ja ho heu vist que li agrada molt el futbol, eh? Je referme la parenthèse. En tout cas, c'est un plaisir d'être ici et d'écrire une histoire au long cours, qui a commencé sur la question du deuil, avec Finir en beauté et C'est la vie, qui sont des questions qu'on n'a pas envie de regarder. La question du deuil sont souvent des sujets tabous, et pourtant qu'on traverse tous. Et quand j'ai visité ici le musée national d'art de Catalunya, qui est magnifique, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, tiens, on regarde la beauté des tableaux, mais on ne sait plus regarder la beauté des gens qui travaillent là. Et dans le dispositif muséal, l'angle mort, ce qu'on ne regarde pas, ce sont les ouvriers qui travaillent pour nous permettre de regarder la beauté qui est là. Et du coup, Gardien de partie, c'est ça, c'est le renversement du regard. C'est-à-dire, qu'est-ce que je regarde et qui me regarde Et je me suis rendu compte que les gardiens de musée, ce sont ceux qui nous regardent en permanence. Et d'un coup, il y a un renversement comme ça du regard qui m'intéresse en se disant, mais qu'est-ce qui a de la valeur Qu'est-ce qui vaut le coup d'être regardé? Et que finalement, c'est la question que pose l'art. Qu'est-ce qui vaut le coup qu'on puisse le regarder, on puisse le partager? Ces projets, tu l'as fait dans plusieurs musées du monde. Tu peux nous raconter un peu l'histoire, dans quel musée tu l'as fait, comment ça fonctionne? Très vite, on voulait... ce projet a eu une dimension internationale parce que on voulait vérifier dans d'autres cultures, dans d'autres langues, comment la relation à l'art se fait. Comment la relation à l'art se fait en Russie. Donc on allait à l'Ermitage et au musée russe à Saint-Pétersbourg, par exemple, en Autriche, au MUMOC à Vienne, à Stockholm, mais aussi au MoMA à New York. On voulait aller dans des très grands musées prestigieux et puis des tout petits musées, parfois plus folkloriques, et pour voir comment se fait la pratique, comment les gens fréquentent les musées, comment les gens vivent dans les musées. Et assez vite, on s'est rendu compte que la question est la même partout. Qu'en fait, que vous soyez gardien de musée au MoMA ou dans un petit écomusée à Clermont-Ferrand ou dans un musée moyen en Autriche, etc., le rapport des gens à la culture est à peu près le même. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et surtout, le travail des gardiens est le même. C'est-à-dire l'ennui total et profond. Pendant 8 heures, il y a des gens qui sont debout derrière un tableau, devant un tableau, et qui doivent attendre le temps qui passe, qui répètent 300 fois par jour « ne touchez pas »,« do not touch », et dont la question essentielle est, et c'est le cas aussi au Musée de Catalunya, c'est où sont les toilettes? Et donc des gens qui sont au contact des plus belles œuvres de l'humanité, et qui parfois n'ont pas le droit d'en parler, alors qu'ils finissent, certains sont au musée depuis 10 ans, 20 ans, ils connaissent par cœur toutes les visites guidées, ils ont un rapport au temps très particulier, parce que nous on passe dans les musées un peu rapidement, mais eux ont une confrontation aux œuvres dans le temps, et donc ça change le regard sur les œuvres, et donc on a une ressource précieuse de personnes qu'on ne regarde pas et qu'on néglige. Et ça, c'est un invariant, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Corée. Et donc, c'est comme ça qu'on a constitué le casting, en prenant des personnes de différents pays. Et je voulais que chacun puisse parler sa langue. Et donc, on entend dans le spectacle le suédois, l'italien, l'autrichien, enfin l'allemand, l'anglais, le français. Parce qu'une des questions qu'on posait aussi souvent aux gardiens, c'est, parmi les visiteurs, quelle est la pire nationalité? La pire nationalité, les pires comportements. Alors souvent, on nous disait, ah, les Français quand même. Les Français sont très arrogants dans les musées. D'autres nous disaient, non, c'est les Russes. Les Russes, quand ils achètent un ticket, c'est comme s'ils avaient acheté tout le musée et qu'ils sont propriétaires du musée.
les Chinois, etc. Et donc ça raconte des histoires comme ça culturelles, une histoire de l'art un peu parallèle à travers les différentes nationalités. Et une histoire de l'art, mais pas l'histoire de l'art institutionnelle, habituelle, mais l'histoire de l'art vue par les gardiens de musée, par les ouvriers. Et souvent la question qu'on posait aux gardiens, c'est quelle est votre œuvre préférée? Et à la fin, gardien de partie, avec l'accumulation, parce qu'on a rencontré une centaine de gardiens avant de faire le spectacle, et finalement, gardien de partie, c'est un musée, ça serait un musée idéal, le musée idéal des gardiens de musée. Et où chacun nous dit, voilà, mon œuvre préférée, ou mon œuvre détestée, celle que je veux surtout pas avoir dans mon musée, c'est celle-ci, etc. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce qu'hier, j'ai posé la question à un gardien catalan, et qui m'a dit, à moi, mon œuvre préférée, c'est un tableau du XVIIIe siècle de Fragonard. C'est un tableau français, ça me fait mal de le dire, mais la vérité, c'est que c'est un peintre français. Et c'était extrêmement touchant. Il nous a parlé de ce tableau avec une tendresse qu'aucun guide ne pourrait faire. Et ça, c'était très touchant. Et donc, du coup, on regarde le musée différemment avec un autre regard. Et souvent, ce sont des personnes qui aiment l'art, non? Qui connaissent très bien l'art et qui l'aiment. C'est la même, sont les mêmes histoires dans les musées d'art contemporain, dans les musées d'art classique. Ça change ou... Alors, ça pose une double question. Je schématise un peu, hein. Mais en gros, il y a beaucoup de gens qui ont fait histoire de l'art, qui voulaient être artistes, qui veulent devenir artistes, et qui se disent, je vais travailler 2-3 ans dans le musée, et puis après, je ferai ma carrière. Et puis au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois, les gens sont encore là. Et donc, il y a une certaine frustration, une difficulté, et certains disent d'ailleurs, le jour où mes œuvres seront exposées, j'arrêterai d'être gardien. Et parfois, ce jour n'arrive jamais. Donc, il y a une partie de gens comme ça qui sont passionnés par l'art et qui n'ont pas, pour les circonstances de la vie, qui n'en ont pas fait leur métier, mais qui sont quand même heureux d'être dans un environnement qui est beau, de fréquenter des œuvres, de pouvoir parler avec des gens. Et puis, il y a une partie de gardiens qui sont là, comme ils pourraient être dans un supermarché ou ailleurs, qui font le travail de surveillance. Et quand même, ces 20 dernières années, on observe une dégradation à cause de la privatisation souvent de la sécurité. Et aujourd'hui, 50% des musées dans le monde n'emploient plus les médiateurs, les gardiens de musée, mais ils passent par des sociétés privées. Et cette privatisation fait que les gens s'attachent moins au musée, s'attachent moins aux œuvres. Parfois, lundi, mardi, ils sont au musée, mercredi, jeudi, ils sont dans un centre commercial. Et donc, ça c'est un peu les dérives de la marchandisation, les dérives capitalistes à vouloir aller au moins cher, on perd l'esprit du musée. Or, par exemple, si vous allez au musée de Stockholm, en Suède, la conservatrice, elle dit « les gardiens du musée, c'est comme la peau du musée ». C'est la première chose que les gens voient en arrivant au musée, ils voient les gardiens, et c'est important de prendre soin de sa peau. Et donc, les gardiens du musée de Stockholm sont très investis dans les collections. Quand un artiste installe, il y a toujours une visite privée pour les gardiens. Ils vont fouiller parfois dans les réserves pour choisir des œuvres. Ils sont impliqués dans le dispositif muséal. Et c'était très touchant de voir ça. Et puis, il y a des endroits où c'est simplement, on leur dit, vous êtes là pour la sécurité, et ça devient des métiers totalement abrutissants, avilissants, quoi. Tu l'as vécu, cette dégradation, avec ce spectacle? Oui. Oui, tu l'as vécu. Oui, complètement. On l'a senti à travers les témoignages des gardiens qui disaient dans nos conditions de travail, avant on était partie prenante et on pouvait, dans certains musées, parler des tableaux, pouvoir parler des œuvres. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de musées où les gardiens n'ont même pas le droit de parler aux visiteurs, sauf à leur dire où est la sortie, où sont les toilettes, etc. Et donc il y a une violence, au-delà de la dureté physique du travail, il y a comme ça quelque chose de psychologiquement très violent qui empêche les gens de s'épanouir. Et ça, je le vois, c'est clairement les méfaits de la privatisation de la sécurité. On va passer vite aux questions. Juste la dernière, à niveau pratique, qui est à Barcelone? Qui sont les musées qui seront à Barcelone? Vous aurez le musée du Louvre. Donc, quelqu'un qui travaille au musée du Louvre, du vrai, qui travaille là. Tout à fait, qui travaille au musée du Louvre. Quelqu'un du MoMA de New York. Vous avez quelqu'un du Moderna Museet de Stockholm. Vous avez une jeune coréenne dont le parcours est intéressant parce qu'elle fait des études d'art pour être curatrice
Mais en attendant d'être curatrice, elle est gardienne de musée au Noguchi à Brooklyn. Et on a une Russe qui interprète, malheureusement la gardienne russe ne peut pas quitter la Russie pour les raisons politiques que vous connaissez, et qui remplace la gardienne russe qui vient du gardien de l'Ermitage. Et il y a un gardien retraité, il dit qu'il est gardien honoraire, et qui toute sa vie a été gardien au musée de Paris, puis au musée des Beaux-Arts de Nantes, et qui a la particularité d'être gardien de nuit. Et donc c'est amusant parce qu'il était gardien, il a été gardien de jour d'abord, et il me disait quand j'étais gardien de jour, je ne m'intéressais pas aux œuvres, je ne regardais pas les tableaux, et le jour où je suis devenu gardien de nuit, de regarder des œuvres à la lampe torche la nuit, et il dit maintenant je peux décrire les yeux fermés chacune des œuvres du musée que je connais par cœur. Et donc il raconte ce que c'est qu'un musée la nuit. Donc voilà un peu le panorama international de la vie des musées. Et puis il y aura un gardien du musée d'art national de Catalunya qui va intégrer le spectacle ce soir. Qui peut-être va aller dans un prochain musée dans le futur, non? Donc tu fais ça, tu prends des gardiens aussi pour les prochains projets. Tout à fait. L'idée c'est d'avoir une quinzaine de gardiens et qui peuvent participer à la tournée. Et comme ça, la troupe s'enrichit. C'est comme si on créait une amicale internationale des gardiens de musée. Un peu comme il y a les alcooliques anonymes, là il y a l'association des gardiens anonymes. Passem, si voleu alguna pregunta, si no jo també li vull preguntar sobre futurs projectes, però si hi ha alguna cosa que no hagi quedat clara o alguna pregunta que vulgueu fer. Potser també un dels punts en comú que Espera un reuneixen... moment, que es posi el cascos. Alguns d'aquests vigilants suposo que també comparteixen la inquietud de ser invisible, no?, davant de la gent, que és algo que ja apuntaves, la invisibilitat. Si se sent invisible, si les gardiens se sentent invisibles. Alors, il y a une double tension. À la fois, ça génère du mépris ou un sentiment de mépris parce que les gens ne les regardent pas, ou parfois même ils commentent leur travail. C'est-à-dire, et on le dit dans le spectacle, il y a un des gardiens qui voit un couple passer avec un enfant et il entend les parents dire fais attention, regarde, si tu travailles mal à l'école, tu vas finir assis sur une chaise comme lui. Et donc parfois les gens font des commentaires en leur présence. Non, on ne va pas lui demander, il ne va pas savoir ce qu'est cette œuvre, etc. Donc le fait d'être invisible, ça génère un sentiment d'humiliation, de mépris profond qui peut être très violent. Et en même temps, certains gardiens nous ont raconté que parfois quel plaisir d'être invisible, de pouvoir se faire oublier, d'observer le monde, et que c'est quand même un plaisir rare, comme parfois on s'assoit à une terrasse et on regarde les gens. Là, vous êtes assis dans votre coin, les gens vous oublient, et parfois il y a une vraie liberté, vous pouvez vous laisser aller, donc c'est vraiment une double tension qui est à l'œuvre. Hola, bon dia. Jo no he acabat d'entendre, potser no estava atent, com es juga tot això, la part que ja està enregistrada amb el que es veurà al MANAC, com funciona l'espectacle, per entendre'ns. Ho explico jo. Sí. Els vigilants són reals. O sigui, aquí venen a Barcelona els vigilants d'aquests museus que ha dit. De l'Ermitage, no, però sí que ve una persona russa que representa la vigilant de l'Ermitage, però els altres són reals. Ve una persona que treballa al MoMA, una persona que treballa a Estocolm, una persona que treballa, ara no recordo els museus que ha dit, però són gent que treballa en aquests museus realment, que venen a Barcelona i ell ha creat una dramatúrgia a partir de les seves experiències i van rotant. I també hi ha un vigilant real del MANAC que també explica les seves idees a partir d'una dramatúrgia que ell ha creat. Sí? Il y a combien de personnes? 6 6 et avec 7. 6 i 7. El d'aquí estan com asseguts en unes cadires i ell té unes escenes i aquestes escenes van explicant unes històries.
que no explicarem tot l'espectacle, però hi ha certes escenes on ells expliquen coses que els han passat o quines són les preguntes més freqüents, una dramatúrgia que va narrant tot això fins que vas veient el que pensen, el que veuen i el que senten. En fait, ça a été 2 ans d'interview. Pendant 2 ans, on a interviewé une centaine de gardiens. Et toutes les histoires qu'on nous a racontées, voilà, elles ont été inscrites dans un récit, dans une dramaturgie, dans un travail de cœur où les gardiens prennent la parole sur différentes thématiques. Sur la question de l'ennui, sur leur rapport aux œuvres, sur le rapport au temps, sur la vie dans un musée. Et donc, toutes ces questions sont traversées à travers les différents pays. Et donc, le dispositif est très simple, c'est-à-dire qu'il y a 6 chaises, qui sont 6 chaises de gardiens de musée qui viennent des pays en question. La seule chose avec laquelle vient son gardien, c'est sa chaise, qui est l'objet central, et puis son costume. Selon des musées, vous avez des costumes très, très contraignants, d'autres où il n'y a quasiment pas de... Vous avez le droit de venir en tenue de civil et vous avez juste un petit badge, etc. Et puis ce sont les seuls éléments sur lesquels évoluent les gardiens de musée qui racontent l'histoire. Et donc c'est un renversement parce qu'en général, vous ne faites que passer. Là, on vous oblige à vous arrêter dans le musée et à écouter parler les gardiens, ce qui est plutôt rare dans un musée. Per posar-vos en context també, j'ai expliqué un peu en català ton treball, per posar-vos en context també del seu treball, a part que aquí havíem vist un espectacle on ell explicava la seva història, va ser el primer on ell es va despullar. Ell ha fet, per exemple, un espectacle que no hem fet a Barcelona, que per això ell em feia la broma abans, que es diu Stadium, on te juga amb fans de futbol reals. També va fer un espectacle a París l'any passat, es deia La Disputa, on eren nens que eren fills de pares separats. O sigui, treballa sovint amb persones no professionals creant una dramatúrgia dels seus espectacles. Peut-être tu peux nous raconter un peu plus de ton travail avec des non professionnels. Sí, digamos, es un trabajo de tipo documental. Pero hago documentario para la televisión y también por el teatro, siempre a partir de testimonios. Pendant 2 ou 3 ans en général, je recueille des témoignages. Alors pour la dispute, effectivement, par exemple, c'était des enfants de parents divorcés. Et donc j'ai interrogé pendant 2 ans des enfants qui avaient 7-8 ans, qui ont des parents divorcés, sur leur témoignage. Qu'est-ce que c'est que d'avoir des parents qui divorcent? Est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? Etc. Et à partir de ces questions, j'invite les enfants à venir sur scène pour écrire le spectacle avec eux. Et dans mes différents spectacles, à chaque fois, je travaille très très peu avec des acteurs, mais plutôt avec des gens que je rencontre par hasard. Moi, mon premier spectacle que j'ai fait, c'était avec une femme de ménage que j'ai rencontrée dans un lycée. Elle faisait le ménage. Et je lui ai dit, mais quand je te vois comme ça, répéter tes gestes, tes mouvements, on dirait un travail de danseuse. Et elle a accepté de venir sur scène pour raconter son travail en duo avec une danseuse de l'Opéra de Paris, par exemple. Et donc à chaque fois, ce sont comme ça des expériences qui partent de la réalité. Et je mène un travail d'écriture avec des gens qui normalement ne vont pas au théâtre. Et dans le fond, mon travail consiste à ça, à faire se rencontrer des gens qui ne sont pas censés se rencontrer et à élargir la présence d'autres personnes, d'autres corps, d'autres voix sur les plateaux de théâtre. C'est presque un geste, pour moi, qui est d'ordre démocratique, en disant on doit entendre d'autres récits, d'autres histoires que les histoires dominantes. Et notamment, je pense aux classes populaires, les classes populaires qui sont assez absentes des théâtres dans la salle et puis souvent sur la scène. Et donc j'essaie de réparer quelque chose à cet endroit. Et je peux dire un mot de ma prochaine création, par exemple. Si, s'il te plaît. Par exemple, ma prochaine création, en fait, j'ai rencontré une vieille personne qui avait 85 ans et qui a commencé à me parler de ses histoires d'amour. Et j'étais très gêné. Et elle commençait à me parler un peu de sexualité et j'étais très gêné, je ne voulais pas entendre parler. Et je me disais, mais pourquoi je suis gêné
Et je voulais comprendre mon malaise en me disant à la fois c'est naturel. Et puis à un moment donné, je me suis complètement fermé quand la personne me dit oui, mais pour ton père c'est pareil, pour tes parents c'est pareil. Et là pour moi c'était inimaginable. Imaginer mes parents faire l'amour, c'est pas possible, comme si ça n'existe pas. Et donc je me suis dit tiens, ça c'est un vrai sujet. Et j'ai commencé à interviewer des personnes depuis 1 an maintenant qui ont plus de 75-80 ans sur l'amour, leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. Et donc le spectacle va s'appeler La vie secrète des vieux, et ça sera l'amour quand on a plus de 80 ans, la sexualité, comment ça se passe. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que souvent à la fin de chaque interview, les gens me disent « Tu peux faire ce que tu veux de ce que je t'ai raconté, par contre je ne veux pas que mes enfants le sachent, ils ne savent pas que je fais encore l'amour. » Et ça c'est quand même extraordinaire. Donc pareil, voilà un angle mort dans la société dont on ne veut pas entendre parler. La vieillesse d'une façon générale, et alors la vie amoureuse des vieilles et des vieux, et de la faire non pas avec des acteurs qui joueraient le rôle de vieux, mais avec les premiers témoins qui viendraient raconter leurs histoires avec leur fragilité, avec ce qu'ils sont. Et du coup, ça implique un autre travail théâtral qui n'est pas celui de la performance, au sens d'une diction impeccable, d'une performance théâtrale impeccable, mais plutôt de travailler sur la fragilité et accepter que les spectateurs partagent une forme d'empathie avec ces gens qui sont là et qui nous ressemblent. Una pregunta, tornant a l'obra que veurem avui. Clar, aquests visitants, aquests vigilants, pel que expliques, sembla fins a quin punt se senten persones fracassades que volien ser artistes i no ho han acabat sent, o acaben disfrutant d'un privilegi, considerant que és un privilegi la seva feina, encara que tothom la menystingui. Primera pregunta, i segona, què vol reflexar aquest espectacle? Simplement ensenyar-los, posar-los, donar-los veu, o també dignificar aquest lloc? Abans explicava que ara no tenen dret a parlar amb els visitants i que antigament, intueixo, feien com de mediadors, no? I que per tant hauria de ser molt més gratificant la seva feina. No? Sí. Acabo. Has dit, sí, perdona. Per tant, dues coses. La primera és, aquest espectacle considera que aquests treballadors són uns fracassats o no, o ells com s'hi consideren? I segona, si això és una reivindicació, una dignificació d'aquest treball concret. Je vais répondre par une réplique du spectacle où une des gardiennes dit être gardien de musée, c'est pas un échec, mais c'est pas une réussite non plus. Donc il y a quelque chose de médian comme ça. C'est un travail moyen, dans la moyenne. Il y a une dignité au fait de travailler dans un cadre agréable. Il y a une indignité dans le mépris parfois qui est reçu dans ces espaces de la beauté, dans ces espaces qui sont censés être des espaces des avant-gardes politiques. Et parfois le problème des avant-gardes politiques, des avant-gardes socialistes, humanistes, c'est qu'on est humaniste dans les principes et les valeurs, mais que des fois on maltraite les propres personnes avec lesquelles on travaille. Et donc, il y a un rapport, je crois qu'il y a autant de vécu que de gardiens de musée. Il y en a qui s'accommodent très bien de cette situation et qui ont pu gérer leur frustration de ne pas devenir artiste. Et puis, il y en a qui sont très heureux, en fait, qui se disent, bon, je ne suis pas devenu artiste, mais dans le fond, c'est pas grave. Et ce travail est un travail comme un autre. Parfois, certains le vivent comme un travail alimentaire. Et puis certains y mettent une charge symbolique, le fait d'être entouré d'œuvres, quand même, c'est pas anodin comme métier. Vous n'êtes pas au supermarché quand même. Donc il y a quand même quelque chose qui reste valorisant, il y a une forme de fierté, quoi. Symboliquement, vous n'êtes pas à l'usine. Donc voilà, je dirais en tout cas une position un peu médiane entre les deux qui oscille entre la fierté et puis parfois le mépris, quoi, selon les individus. Sur la deuxième question, je m'en souviens plus.
però la segona era si hi havia dignitat, no? Je pense que tu as déjà répondu, mais bon. Has respost, no? Si je me souviens. Si. Mais sur la deuxième, en fait, c'est pas tant. Moi, je ne me considère pas comme un porte-parole ou un porte-voix en donnant la parole à des gens qui habituellement n'ont pas la parole. Ça, c'est un fait, mais ce n'est pas ma revendication principale. Ma revendication, elle est plutôt de travailler à l'endroit du spectateur. Je suis persuadé que, en tout cas, ce spectacle répare quelque chose de la dignité des gardiens de musée, ou participe de la dignité et de l'attention à leur accorder, mais ça change surtout le regard du spectateur. C'est-à-dire que je pense que les spectateurs qui regardent ce spectacle ne se comportent plus du tout de la même façon après dans un musée. Ou en tout cas, regardent les gardiens de façon différente, ou prêtent une attention différente. Et à petite échelle, certes, mais pour moi, la transformation, elle est plutôt ici sur notre propre regard, dont parfois on n'a pas conscience. Je ne parle pas du mépris affiché de certains, mais juste des petits comportements, des petits manques d'attention qu'on peut avoir parfois dans le dispositif muséal. Et je l'ai vu, par exemple, au Centre Pompidou, le spectacle se jouait l'après-midi, et donc en sortant du spectacle, les gens allaient visiter le musée juste après le spectacle, et d'un coup, il y avait un truc un peu extraordinaire, c'est que tout le monde allait parler aux gardiens. Alors je pense qu'ils étaient contents que le spectacle s'arrête en disant ça va, les gens n'arrêtent pas de venir nous parler, on va aussi se reposer. Una informació també tècnica, ell és artista associat al Teatre de la Ville i ara també a partir de l'any que ve al Teatre Nacional de Brussel·les. I té molts projectes per tot arreu. Que anem tard ja de temps. El tema de les cadires, ha comentat que cada un s'acompanya del seu uniforme i les cadires, que en alguns casos tinc entès que potser ni els hi està permès de tenir-ne. Han portat les cadires reals, tot això. Nous, la majorité, ce sont les vraies chaises des musées en question. Et quand ce n'était pas possible, on a pris une reproduction. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des musées où les gardiens n'ont pas le droit de s'asseoir. Où il y a des semi-chaises où vous pouvez être un peu appuyé. Ça dépend après de la politique muséale. Il y a des musées où les gardiens, par exemple, n'ont pas le droit de lire. En général, ils ont toujours un petit livre dans la poche ou le téléphone, etc. Il y a des musées où c'est interdit. Il y a des musées où on vous autorise à lire, etc. Donc ça dépend vraiment de la politique de chaque musée, de la politique de ressources humaines. Ce n'est pas tellement une question artistique, c'est davantage une question sociale de la façon dont on traite les ouvriers d'une manière générale. Voilà. Mais en tout cas, sur les chaises que vous verrez, et puis je dévoile un peu le dispositif, non seulement les chaises, vous verrez les chaises des musées, mais les chaises sur lesquelles les spectateurs sont assis, ce sont des chaises de musée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 130 chaises identiques, ce sont des chaises différentes qui proviennent des différents musées dans lesquels on a travaillé. C'est comme la scénographie de spectacle. Tout à fait. Et vous constaterez, certains spectateurs auront la chance de constater qu'il y a des chaises qui sont très inconfortables, qui font très mal aux fesses. Et ça fait partie de l'ingratitude du métier de gardien de musée. Donc certains vont vivre même l'expérience de l'inconfort. Une question aussi, tu as eu quelques succès avec ton film Renault 12. Tu vas continuer à faire des films aussi? Oui, d'abord je prépare une exposition sur les Renault 12 pour le musée de Marseille, pour le MUSEM. Sur les Renault 12, les 504, toutes les vieilles voitures qui dans les années 70-80 ont permis à tous les immigrés de retourner au Maroc avec le toit chargé de bagages, etc. Donc voilà. Là, de plus en plus, à chaque fois que je fais une pièce, je fais un film en parallèle. Et donc là, je suis effectivement en train de préparer un film sur les gardiens de musée, qui sera prêt l'année prochaine. Et j'aime bien avoir cette complémentarité parce que le théâtre, bon, pour moi, le théâtre est plus fort parce que c'est quand même l'expérience unique
d'être ensemble, de regarder quelque chose ensemble, de créer une communauté, et qui ne reste que dans la mémoire. Et ça, pour moi, c'est la force du spectacle vivant, c'est de vivre un moment unique, alors que le film, c'est déjà la reproduction de quelque chose. Mais néanmoins, la caméra, elle permet de capter des choses qu'il n'y a pas dans le spectacle. La proximité, d'être très très proche des gens, de voir des détails parfois sur les œuvres, sur les réactions, de sentir les silences. Et parfois, à travers les silences, notamment le cinéma est très fort pour ça, vous avez tout le background de la personne avec laquelle vous êtes en train de discuter. Et donc j'aime bien alterner ces deux médiums que sont le théâtre-cinéma et de les faire dialoguer. Je trouve que ce sont deux espaces de liberté qui m'intéressent en tout cas dans ma recherche formelle. Ahir portava una camiseta del Prado. Espero que ho fareu també al Museu del Prado, ¿no? Espero que lo vais a hacer en el Museo del Prado, a ver si conseguís, porque vienen aquí a verlo, entonces espero que consigáis también hacerlo, porque creo que esta es la primera vez en España, ¿no?, que lo hacéis. Sí. Oui, c'est la première en Espagne. Mais ça, c'est à cause du festival grec, qui est un peu un festival précurseur, qui ouvre les portes du reste de la Méditerranée. Donc après, on ira ailleurs en Espagne et au Portugal aussi. Et c'est amusant parce que à Madrid, au Prado, on a rencontré une gardienne de musée aussi qui est extraordinaire. Et quand je lui ai dit, mais quelle est la question qu'on vous pose le plus? Elle m'a dit, les gens viennent et me demandent, est-ce que la Ligue des Champions, la coupe de la Ligue des Champions est quelque part au Prado? Incroyable, ce qui paraît incroyable, c'est vrai. Tu as vu la semaine dernière les images avec les gens de l'OTAN au Prado? Ah non, j'ai pas. No? Era impressionant, no? Boris Johnson avec Goya et tout ça. C'était bizarre. Estem? Ah, cup. Bé, doncs si no hi ha cap pregunta, cap altra cosa, hem de tallar. Quelque chose à rajouter ou... No? Merci pour votre accueil et merci Cesc pour l'accueil et l'invitation permanente au festival.